Complètement de région, tout en restant en Bretagne. Mais cette fois-ci, nous passons au sud de la Loire, dans le pays de Ré. Nous accueillons le groupe de Saint-Michel-Chef-Chef, Galettes Jade. Drôle de nom. Pas vraiment, si l'on sait que l'on trouve les fameuses galettes Saint-Michel et qu'on est sur la côte de Jade. Ils vous présentent maintenant leur costume pays de Ré. Bon, la carte me paraît un petit peu bizarre. Je pense pas que ça soit vraiment le pays de Ré qui soit là. Il n'est pas un peu plus bas? Normalement, on est plus bas. Là, on est plutôt au pays de Nantes, la Mai. Vous voyez l'estuaire de la Loire, ben, c'est juste dessous. Au bord de la mer. Donc, dessous, à gauche de la place colorée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le costume que nous vous présentons aujourd'hui est celui des artisanes du comté nantais de 1830. Nous portons et porterons ce costume pendant toute la saison 2024. Ce costume, porté dans le premier tiers du 19e siècle, était porté dans tout le comté nantais, de Nantes, tu le prends ? Nantes et ses environs, toute la basse vallée de la Loire, tout le pays de Ré jusqu'à Bourgneuf, la mer, comme vous le disiez tout à l'heure, et aussi au nord de la Loire, le long de la vallée de l'Erdre, tout au long de la vallée de l'Erdre. Ce costume était porté quotidiennement par les artisanes du comté nantais et associé à la coiffe dite câline. Nous avons choisi de porter ce costume parce qu'il nous paraissait en adéquation avec la suite scénique que nous vous présentons cette année. Afin de réussir au mieux notre constitution, nous nous sommes renseignés et nous avons consulté plusieurs ouvrages. Le livre de M. Félix Benoît, intitulé « Nantes et la Loire inférieure », avec ses écrits, mais aussi ses lithographies, celles de l'auteur et aussi celles de M. Félix d'Hippolyte Lallès. Nous avons aussi consulté des documents par un monsieur qui s'appelait monsieur Joseph Stany-Gauthier, qui a rédigé un document intitulé « Folklore de Loire-Atlantique ». Ce monsieur a été conservateur du musée d'art populaire de Nantes. Nous avons aussi consulté les livres de monsieur Émile Boutin, grand spécialiste de la bernerie et de la bête Bretagne et grand historien. Enfin, nous nous sommes servis des documents laissés par madame Thérèse Herfray de Saint-Jean-de-Boisseau et aussi nos nombreuses visites au musée du Pays de Ré à Bourgneuf nous ont été bien utiles. Voyons maintenant les éléments du costume. La jupe. La jupe est en drap de laine. Elle a des godrons à l'arrière, elle s'ouvre sur le devant et arrive au-dessous des mollets. Les couleurs sont celles à la mode à cette époque, du bleu au beige et à toutes les teintes de marron. Les femmes portent une chemise de jour blanche à encolure carrée qui peut être en chanvre, en lin ou en coton. Cette chemise est ample et longue et peut même servir de jupon. Les manches également sont amples et s'arrêtent au poignet. Sur cette chemise,
les femmes portent un corselet. Ce corselet est en drap de laine. Il est près du corps et se lace à l'avant. Dans le dos, 2 découpes princesses et aussi de larges échancrures au niveau des épaules. Une particularité dans toute la Haute-Bretagne à cette époque, des coutures biaisées sont partent des épaules vers l'arrière. Ce corselet est porté à l'intérieur de la jupe. Ses couleurs varient des bleus au vert, au brun, en passant par le violet. Puis, les femmes toutes... Ah oui, j'ai oublié de rajouter que certains corselets sont agrémentés de demi-manches avec un revers. Les tabliers. Toutes les femmes portent des tabliers qui sont... J'ai oublié le terme, excusez-moi. Ils ne sont pas plissés, ils sont froncés à la taille. Merci, c'est revenu. Et il y en a de 2 sortes. Avec bavette et sans bavette. Et ceux sans bavette ont les bords relâchés. Enfin, le châle. Toutes les femmes portent un châle en laine à carreaux frangés. Ce châle est épinglé sur le corselet d'une façon particulière. Il est épinglé, formant un creux entre les omoplates et des plis tombent élégamment sur les épaules. Comme dessous, les femmes ont au moins 2 jupons et une culotte longue. Aux pieds, elles portent des chaussons et des sabots, mais nous n'avons pas pris de sabots aujourd'hui délibérément. Enfin, la dernière partie de ce costume, la coiffe. C'est la coiffe portée dans le comté nantais à cette époque, la calina. Reconnaissable par sa forme svelte et son bas-volet ondulant derrière. Le fond de coiffe est plissé, repassé au fer et serré au chignon. Un lacet de couleur sombre ou noire revient en pointe vers l'avant et se termine par un ruban flottant dans le cou. Cette coiffe est la plupart du temps en coton et elle est bordée d'un lacet tout autour de la coiffe, sombre également. Merci de votre attention. Attendez. Ah, c'est bon. Bonjour. Pour cette seconde partie de l'épreuve costume, nous avons choisi la question « Pouvez-vous expliquer les principales étapes de coiffure et de pose de coiffe ?» Pour commencer, il faut savoir qu'au 19e siècle, les dames étaient toujours coiffées, elles se lavaient rarement les cheveux, elles avaient seulement les cheveux tressés pour aller se coucher. Pour commencer la coiffure, donc il faut avoir une raie franche au milieu de la tête qui sépare les cheveux en 2 bandeaux. Voilà, on appelle des bandeaux les cheveux qui vont sur l'avant. Donc ils sont lissés et tirés jusqu'à l'arrière des oreilles. On peut voir en fait que ces bandeaux ils sont laqués avec une méthode d'époque, avec du sucre et de l'eau. L'évaporation de l'eau fait que les cheveux sont laqués naturellement. Ensuite à l'arrière, on va venir y faire une tresse. Cette tresse va venir former le chignon. Il faut savoir que ce chignon se pose très bas à cette époque. Au fur et à mesure, il a monté. Donc là, il est très bas. Et il sera le support de la coiffe. Donc le bas-volet va venir vraiment se poser dessus. Donc voilà, on va attendre que le chignon se forme au fur et à mesure. On vous fait ça en live. Ensuite, donc on va mettre une résille à mailles carrées de coton. Donc celle-ci part par-dessous le chignon et va jusqu'à l'avant des cheveux. On recouvre tous les cheveux, même tous les petits cheveux. On laisse seulement environ 3 cm, voire 2 cm, donc de visibilité sur les bandeaux sur l'avant. Ensuite, on va venir fixer cette résille
grâce à une tresse de laine. Cette tresse de laine fait environ 1,20 m. On doit venir y faire 2 fois le tour de la tête. Voilà, on la croise toujours sous le chignon. Et on vient la terminer son parcours sur l'un des côtés de la tête. Donc, et on la fixe ensuite par une petite épingle. Il faut savoir que cette tresse de laine doit être vraiment très serrée pour tenir la coiffe. Sinon, du coup, toute la coiffure tombe et ça ne tient pas. Et on peut retrouver ici toutes les caractéristiques donc d'une coiffure de l'époque 1830, de cette époque, pour la coiffe dite d'artisane du comté nantais 1830. Voilà. Ensuite, je vais vous poser donc la coiffe. Alors, je vais me permettre de lâcher mon micro, et puis comme ça, je vais besoin d'avoir 2 mains pour poser la coiffe. Vous m'entendez tous? Oui, parfait, merci beaucoup. Donc, Nolwenn se met debout. Alors, je vous présente la coiffe dite câline, on en a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, je la pose en mettant la passe sur l'avant de la tête. Donc, la passe, c'est la grande partie droite qui a nettement diminué au fur et à mesure de l'évolution de la coiffe. Donc, je centre bien la coiffe par rapport à l'arrêt et la tête. Je la remonte légèrement par rapport à l'horizontale, cette passe. Et ensuite, je viens fixer donc, cette passe par 2 petites épingles sur la tresse de laine. Voilà. Je laisse quand même les yeux un petit peu pouvoir regarder sur le côté. C'est parfait. Une fois qu'elle est fixée, donc je vais à l'arrière et je viens tirer sur les lacets de serrage pour donner tout le gonflant du bas-volet et donner la forme donc, du fond. Voilà, donc je remets bien le fond comme il faut et ensuite je fais plisser et onduler ce bas-volet. Donc il est bien posé sur le chignon. Une fois fait, je vais venir remonter donc, les lacets de serrage sur l'avant. Voilà, je viens les fixer avec une petite épingle. Merci Noël. Je viens faire finir leur progression en contournant la tête et les faisant revenir à l'arrière pour ensuite en faire une jolie boucle. Donc on peut voir que les lacets de serrage sont relativement longs, ils sont très flottants et très tombants au niveau du bas-volet, au niveau du cou. Et voilà, vous pouvez retrouver du coup une coiffe dite câline d'artisane de la mode 1830. Merci beaucoup. Alors moi j'ai plein de questions. Moi j'ai une première question par rapport au positionnement des coiffes, par rapport aux iconos que vous nous avez mis dans le dossier, où on voit, alors là en plus on a les cheveux apparents, une sous-coiffe, je suppose, et votre coiffe. Donc elle est très en arrière, et à la rigueur, on pourrait se dire, je crois que c'est la litho de la laisse, là. On pourrait dire que c'est l'époque, mais sauf que si on reprend les autres lithographies que vous avez dans le dossier, toutes les coiffes sont plus en arrière que vous portez, puisqu'on voit, voilà, on voit bien le visage qui se dégage. Voilà, merci, je sais pas qui fait la vidéo. Là, on voit les cheveux. Merci Philippe. Voilà. Donc pourquoi vous avez vos coiffes un peu plus en avant? C'est une question. Alors, je sais que c'est une époque hyper complexe et c'est une époque casse-gueule, entre guillemets. Voilà, donc c'est cette question-là. Et deuxième question. Sur l'époque 1830, donc on est sur la restauration, on est donc avant l'époque Louis-Philippe. Les chignons restauration en civil sont quasiment sur la tête, donc ils sont là-haut. Et je me suis posé la question, pourquoi vous ne suivez pas la mode? Pourquoi vos chignons sont très bas et pourquoi finalement vous n'avez pas soit un catogan de cheveux? Voilà. C'est des questions, voilà, mais c'est vrai que moi ça m'interpelle entre l'époque restauration, on a les chignons très hauts, et vous êtes en bas. C'est comme si vous ne suiviez plus la mode. J'ai les réponses. Alors du coup, juste par rapport à la coiffe posée un peu plus à l'avant, en fait, au musée du Pays de Ré, on a retrouvé donc 2 câlines de ce même genre-là. En fait, on les a mesurées et les passes étaient aussi grandes que ça. Alors après, du coup, on n'a pas voulu les recouper. On s'est vraiment posé cette question en disant on les voyait beaucoup plus sur ces lithos. Après, ce ne sont que des lithos, ce n'est pas du coup de la réalité. On a vraiment du coup 2 coiffes identiques qu'on a mesurées. Et voilà, en fait, on a récupéré ces mesures qu'on avait sur les 2 coiffes du musée du Pays de Ré. Voilà. Ensuite, par rapport aux chignons, on a toujours su, alors maintenant après, preuve du contraire, je ne suis pas sachant à 100%,
mais on a toujours su que les chignons étaient bas chez nous, et au fur et à mesure de l'évolution, ils ont remonté pour finir après jusqu'au-dessus de la tête, hein, dans l'époque 1900-1905. Voilà, je n'ai pas plus d'informations à t'apporter sur ce sujet du chignon bas. Moi, j'ai une autre... Après, elle rêve. Non, alors moi j'ai une question sur les tabliers. Pourquoi ouais, bah, tu vois, je t'avais dit que tu avais une question. Pourquoi les tabliers ne sont pas cousus jusqu'au bout? Parce que sur les lithos, c'est pareil, je vois pas de morceaux qui pendouillent sur les côtés. Donc vous avez de l'ancien, je suppose. Alors du coup, je peux juste revenir à la question d'avant, précédemment, excuse-moi. Ouais. Par rapport à la photo qu'on a vue, donc celle de Hippolyte Lallès, on est sur une nourrice, donc de Bourgneuf, et elle était en bourgeoisie en fait. Donc c'est pour ça qu'elle a une sous-coiffe, et elle porte sa câline en fait un peu plus en arrière, c'était pour ça. Voilà. Pour revenir maintenant à cette question sur le tablier avec les bords relâchés, on a consulté beaucoup de bouquins, et dont le livre de monsieur Émile Boutin, c'est pour ça qu'on l'a ramené. Et il est spécifié donc dans ce livre que les tabliers sans bavette avaient les bords relâchés pour avoir plus d'aisance pour travailler à cette époque. Et alors, par rapport à notre suite unique qui est du coup une suite unique sur les sauniers et saunières, c'est vraiment pour avoir de l'amplitude pour le travail. C'est pour ça qu'on a fait du coup les bords relâchés. Par rapport à l'icono que vous présentez dans le dossier, est-ce que vous pouvez... Donc en fait, il y a deux auteurs, deux dessinateurs différents, donc il y a Lallès et puis Benoît. Est-ce que vous pouvez dater les dessins de Benoît? Alors par rapport à, du coup, à sa date de naissance et puis du coup... Oui, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. En c'est vrai 18, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on estampille 1830, mais après en 25 ou en 35, voire 40, voilà. C'est vrai. Et pourquoi vous n'avez pas daté, fait une reconstitution plutôt des années 40, où là il y a le Lallès, on a plus d'éléments quand même. On avait moins d'éléments de Lallès chez nous, hormis du coup la dernière photo que vous avez pu voir, mais toutes les autres iconos en fait. Benoît, peut-être que c'est un petit peu plus tardif, il n'a pas peint. On sait quand il est passé chez vous, à quel âge? Non, du tout. Et du coup, sur l'ouvrage de Stanley Gauthier, donc il nous confirme bien, en fait, il marque bien donc, des années 1830, sans vraiment confirmer à 100%, mais on est bien dans cette époque-là. Merci. Je vais cacher ici. Voilà. Et c'est de qui, pardon? Stanley Gauthier, conservateur du musée de Nantes. Qui n'était pas né en 30, évidemment. Non, bien entendu. Moi, je mets les pieds dans le plat. Pour moi, vous avez une cohérence entre vos lithos, ce que vous avez fait, au détail près, voilà. Pour moi, la date n'est pas bonne, mais je ne vais pas vous en vouloir. Pour moi, on est clairement sur une constitution Louis-Philippe, donc 42, 43, 44, parce qu'on sait que Benoît a plutôt lithographié dans les années 40. Il est venu sur Tréguier en 45, 46. Vous me mettez époque 1840 et moi ça me va très bien, je ne vais pas chipoter sur la date. Mais pour moi, il y a quand même, comme Rosette, je m'interroge parce que même la silhouette, si Philippe, tu peux, revenir, on est plutôt sur des silhouettes vraiment Louis-Philippe, puisqu'on a vraiment le volume très arrondi. Voilà, là on le voit bien. Là on est vraiment sur une silhouette Louis-Philippe, on le voit très très bien. Sur l'époque restauration, on va être un peu plus longiligne, puisqu'on avant la restauration, on a l'époque Premier Empire, où là on est droit comme des i. Je pense qu'on est plutôt sur une période Louis-Philippe, et le 1830, il est peut-être pas... Voilà. Voilà, allez, je vous l'accorde, 39, je vous l'accorde. Les 40 sur le dossier. Mais voilà, moi je pense qu'on est plutôt sur une époque dite Lallès, et que finalement tout va ensemble. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah non, mais bon, on risque d'aller loin. Qu'est-ce que vous englobez dans le terme d'artisane en pays nantais? On a travaillé le sujet. Alors, une artisane, c'est quoi en fait? C'est une dame qui fabrique et qui vend. Voilà. Donc en fait, elle va faire de la poterie, vendre sa poterie. Donc elle va faire des confitures, vendre sa confiture. Elle va faire de la dentelle, vendre sa dentelle. Donc on n'est pas du coup sur juste une revendeuse, mais elle conçoit pour revendre. Voilà, c'est vraiment ça l'artisane. C'est elle qui contribue du coup au marché de la place, ainsi de suite. Voilà.
fait un colloque sur les artisanes l'année dernière, il y a 2 ans, et c'est vrai que le mot aujourd'hui, on en revient beaucoup. C'est un mot qui a été beaucoup inventé au XXe siècle. Parce qu'on aime en France mettre des trucs dans des cases. Et donc on aime bien mettre artisane, c'est quelque chose. Mais je pense qu'il y a bon, on se fait tout savoir. Oui, mais. C'est marqué dedans artisane. Mais c'est quoi pour lui une artisane à l'époque? Il nous parle de cette coiffe qui est la coiffe d'artisane. Ouais, mais c'est toujours le problème des mots qui changent de définition. On utilise le même mot, mais qui vont changer de définition au cours des époques. Donc une artisane au 19e siècle, qu'est-ce que c'est qu'une artisane par rapport à une artisane au 20e siècle, selon notre codification aujourd'hui? Je ne vais pas vous en vouloir, on a fait tout un colloque là-dessus pour conclure sur rien. Donc, mais voilà, on se rend compte finalement, les mots, on garde le même mot, mais ils changent de sens au cours des époques. Donc si à l'occasion des lectures, vous pouvez continuer à travailler sur le sujet, on sera preneur aussi d'informations, parce qu'on n'a pas plus de réponses que vous. Et je crois que le temps est dépassé. Et donc on va vous laisser. Merci.